C'est pas vrai! T'as vu ça? Le ciel au-dessus de nos têtes semble plein de mystères. Sillonné d'objets volants non identifiés qui, depuis des dizaines d'années, font l'objet d'enquêtes d'organismes gouvernementaux dans le monde entier. Le gouvernement lui-même a parfois alimenté la croyance en une vie extraterrestre. Pour la première fois, se trouvent rassemblés des signalements d'OVNI venant des 4 coins de la planète. Le public a le droit de savoir, d'avoir accès à ces informations. Tous les spécialistes vous le diront, derrière toute observation, il y a une explication rationnelle. On peut facilement confondre ce que l'on pense avoir vu et ce que l'on a véritablement vu. Certaines observations résistent cependant à toute explication. J'aimerais vraiment savoir ce que c'était, mais je n'en ai pas la moindre idée. Quels sont ces phénomènes? Nos gouvernements en savent-ils plus qu'ils ne nous le laissent entendre? Les réponses ne sont peut-être pas aussi inaccessibles que nous le croyons. En Australie, par une nuit sombre, un homme perd la vie dans un accident de voiture. Tandis que la police enquête sur les causes de l'accident, un autre conducteur se présente aux policiers avec une histoire troublante. Il affirme que l'accident mortel a pu être causé par un ovni. Je ne peux pas décrire ce que j'ai vu, mais je sais que ça ne venait pas de ce monde. Cette déclaration stupéfiante provoque un déchaînement médiatique. Cette histoire est très singulière et tout à fait captivante. On pouvait lire dans les yeux de cet homme qu'il avait été témoin d'un événement vraiment mystérieux. Près d'un demi-siècle plus tard, d'aucuns considèrent qu'il s'agit là d'un des épisodes les plus troublants dans l'histoire australienne des ovnis. « 7 avril 1966, Victoria, Australie. Sous un beau ciel étoilé, Gary Taylor, 19 ans, se dirige vers le nord de l'État pour rendre visite à des parents. Il roule depuis plus de 6 heures lorsqu'il aborde une grande ligne droite déserte au cœur de l'État de Victoria. Ben Earl, qui enquête sur les ovnis, a étudié l'histoire de Gary. Il roule sur l'autoroute, seul. Il se rapproche d'une zone appelée Burks Flat. À proximité de cette zone, sa voiture part en dérapage. Elle glisse sur une vingtaine de mètres. Pour une raison inconnue, Gary perd subitement le contrôle de son véhicule. Il sort de la route et percute un arbre. Gary est éjecté hors de sa voiture sur le bas-côté de la route. Une demi-heure plus tard, la police et les premiers secours arrivent sur les lieux. Gary est transporté à l'hôpital où son décès est constaté. Dès l'aube, la police ouvre une enquête sur les conditions de l'accident. Une question demeure. Pourquoi Gary a-t-il perdu le contrôle de son véhicule? La chaussée est sèche et cette portion d'autoroute est en ligne droite. Le rapport de police stipule que les traces de pneus ont permis de déterminer la vitesse de la voiture au moment où elle a quitté la route. Il roulait à plus de 100 km/h lorsqu'il a percuté l'arbre. Vu le modèle de sa voiture, il devait être pied au plancher. Alors, Gary a-t-il été effrayé par quelque chose pour freiner si brusquement sur cette route déserte? Mais en l'absence de témoins, l'enquête fait chou blanc. La mort de Gary aurait pu être classée comme un banal accident de la route. Mais l'histoire va prendre un tournant inattendu. À l'origine de ce coup de théâtre, Ron Sullivan, un résident de la région.
Lorsque les journaux ont publié la nouvelle de l'accident de Gary Taylor à Burks Flat, Ron a considéré qu'il était de son devoir de déclarer à la police qu'il avait observé un phénomène étrange sur les lieux de l'accident. 4 avril 1966, 3 jours avant l'accident de Gary. Il est 20 h quand Ron Sullivan emprunte la portion d'autoroute de Burks Flat. Devant lui, dans les champs qui bordent la chaussée, il aperçoit une lueur. Au début, je pensais qu'il s'agissait des feux arrière d'un tracteur. Mais en me rapprochant, la lumière s'est mise à rayonner au sol. Et la base s'est élevée, comme un tube ou un cône vertical. La lumière en forme de cône semble reposer sur le sol. C'était une lueur très étrange, confinée, qui ne répandait aucune ombre. On aurait dit un cornet de glace. Je me suis demandé ce que ça pouvait bien être. Au bout de quelques secondes, la lueur effectue une manœuvre invraisemblable. Elle s'est dirigée vers le ciel à la vitesse de la lumière. Je n'en revenais pas. Ron est secoué par cette rencontre insolite, mais il n'en fait pas cas. Jusqu'à ce qu'il découvre l'épisode de la mort de Gary. Il avait un ami du nom de Hugh Hunter, qui travaillait comme journaliste dans une revue locale. Il était très intéressé par cette histoire. Et les deux hommes ont convenu de retourner sur le site. 5 jours après sa rencontre insolite, Ron et son ami Hugh découvrent une empreinte circulaire sur le sol de l'enclos. Elle se trouve à l'endroit exact où Ron a vu la lueur. Et à une vingtaine de mètres de l'arbre que Gary Taylor a percuté. En quête d'une histoire, les journaux s'empressent d'établir un lien entre l'empreinte mystérieuse, le témoignage oculaire de Ron et la mort de Gary Taylor. Mais quel lien peut-il y avoir entre une lumière dans le ciel et un cratère au sol ? Le professeur Caroline Crawford avance une explication rationnelle possible. Certains aspects évoquent l'idée d'une chute de météorite ou de boules de foudre à travers le ciel. Les couleurs, la lueur vive, le mouvement, jusqu'au site d'impact au sol. Mais à l'Université nationale australienne, Alice Gorman envisage une autre possibilité. Elle relève des similitudes frappantes entre l'expérience de Ron et un étrange phénomène météorologique australien. C'est un cas classique de ce qu'on appelle les lumières de Min-Min. C'est un phénomène lumineux qui, à l'origine, a été identifié par le peuple aborigène. Il s'agit de lumières qui semblent se rapprocher et s'éloigner vers la ligne d'horizon. C'est un phénomène effrayant lorsqu'on ne s'y attend pas. Je t'assure, j'ai vraiment peur. On continue à rouler, on s'arrête pas. Les lumières de Min-Min ont été signalées depuis plus d'1 siècle en Australie. Ce sont des sphères lumineuses qui flottent dans l'air à la tombée de la nuit. Ces images rares ont été tournées par une famille dans le Queensland en 2013. Elle est montée dans le ciel. Elle est montée dans le ciel. Pour les scientifiques, ce phénomène étrange émanerait d'une source lumineuse située à plusieurs kilomètres de distance. Elle serait réfractée à travers l'atmosphère pour apparaître sous forme de mirage dans un lieu improbable. Parfois appelé mirage supérieur, ce phénomène est causé par un changement extrême de la température de l'air. Le professeur Randy Cerveny est météorologue à l'Université de l'État d'Arizona. Selon moi, l'une des interprétations les plus plausibles pour expliquer le contexte de Burks Flat est la notion d'inversion de température.
Les inversions de température interviennent lorsqu'on est en présence de deux couches atmosphériques de température différentes. Par exemple, lorsque vous conduisez à travers un désert et que vous apercevez le mirage d'une nappe d'eau, le phénomène résulte généralement d'une inversion de température. Les inversions de température surviennent lorsqu'une couche dense d'air frais se retrouve piégée au sol sous une couche d'air plus chaud. Fréquentes dans le désert, elles apparaissent aussi en mer ou sur de vastes étendues de sol plat. Les rayons de lumière qui sont réfractés peuvent alors prendre la forme de mirages flottant dans l'air. Lorsque la lumière traverse deux couches d'air de température différentes, elle est réfractée de manière distincte. Dans certains cas, les rayons quittent la ligne d'horizon et semblent flotter dans les airs. C'est ce qu'on appelle un mirage supérieur. Le jour, ces mirages peuvent être envoûtants. Mais la nuit, leur effet peut prendre une toute autre dimension. Je t'assure, j'ai vraiment peur. On continue à rouler. On s'arrête pas. Que Gary Taylor ait été effrayé par les lumières de Min Min ou par un autre phénomène ce soir-là, cela demeure un mystère. Selon Ben Earl, il pourrait y avoir une interprétation plus pragmatique pour expliquer l'accident de Gary. Il se peut qu'il ait cherché à éviter un kangourou, un lapin, un renard ou toute autre créature nocturne. Peut-être n'avait-il pas l'habitude de conduire la nuit. Tous ces facteurs pourraient expliquer l'accident. Ce sont des hypothèses parfaitement plausibles. Hélas, ces questions ne trouveront sans doute jamais de réponse. Mais pour Ron Sullivan, le mystère reste entier. Car quelle que soit la nature de ce qu'il a vu ce soir-là, le doute ne l'a jamais quitté. J'ignore ce que j'ai réellement vu, mais ces dernières années, je me suis souvent demandé qu'est-ce que ça pouvait bien être. Vers la fin des années 1970, au Brésil, une petite île située à la lisière de la forêt amazonienne est le théâtre d'une série d'événements troublants. Des dizaines d'autochtones sont admis à l'hôpital. Ils affirment avoir été brûlés par d'étranges rayons lumineux provenant d'ovnis. Les personnes étaient en état de choc. Elles étaient bouleversées, désorientées. L'armée brésilienne est chargée de mener l'enquête. Il s'ensuit une investigation sur le phénomène OVNI à une échelle sans précédent. L'armée de l'air nomme le projet Opération Soucoupe. À notre connaissance, c'est l'opération militaire la plus importante jamais menée sur le phénomène OVNI dans le monde. Colares, Brésil, juillet 1977. Ce soir-là, il fait chaud dans le petit village de pêcheurs qui borde la forêt amazonienne. Carmen Vallée, une villageoise, est sur le point de se coucher. Aujourd'hui âgée de 82 ans, elle se souvient parfaitement des événements de cette nuit-là. Je m'étais assoupie. J'étais à moitié endormie. Il devait être 23 heures environ. Brusquement, j'ai senti quelque chose au-dessus de moi. C'était une lumière. Elle s'est figée sur mon bras. J'étais engourdie, incapable de bouger. Carmen ressent une douleur vive au bras. Quand la lumière s'est enfin dissipée, je me suis frotté le bras. La douleur était intense. Le lendemain matin, j'ai pas pu sortir de mon lit. Il était déjà 11 heures quand je me suis réveillée. Je me sentais si faible. À la suite de l'incident, Carmen est incapable de travailler pendant 1 mois. Mais, fait étrange, elle n'est pas la seule dans ce cas.
Au cours de l'été 1977, des dizaines de lueurs sont aperçues dans le ciel au-dessus du littoral. On les observe même en mer. Rodrigo Aranha de Oliveira est un pêcheur local. Lui aussi a fait une rencontre étrange. Un soir de 1977, il pêche le long du littoral de Colares avec son frère de 15 ans. Il est tard dans la nuit lorsque les deux hommes repèrent un petit objet au-dessus d'eux dans le ciel. Brusquement, l'objet a concentré son faisceau de lumière sur notre bateau. Une lumière rouge bordeaux. Tout avait une couleur rougeâtre. Mon frère a été pris de panique. Il voulait se jeter à l'eau, mais je lui ai dit de se calmer. La lumière dégageait une telle puissance. Mon frère a fini par se calmer. Tout semblait s'être produit si subitement. Et puis, il a commencé à se sentir mal et il est tombé malade. Le frère de Rodrigo se remettra. Mais l'histoire ne fait que commencer. D'autres récits similaires se répandent à travers le village de Colares. La plupart du temps, il est question d'un ovni qui émet une lumière puissante. Les témoins affirment avoir ressenti une sensation de morsure qui les vidait de leur énergie en laissant des marques mystérieuses sur leur peau. Le phénomène hérite rapidement d'un surnom lugubre, Chupa Chupa, la sangsue. J'étais en proie à toutes sortes d'émotions. La peur, le désespoir. Parce que ces choses s'attaquaient aux gens à travers tout le village. C'était un désastre pour Colares. Carlos Mendes est journaliste. À l'époque, il travaille à Belém, la capitale de l'État, située à une 60aine de kilomètres au sud de Colares. Cette année-là, les villageois terrorisés cherchent de l'aide. Les habitants de Colares ont contacté le journal. Ils m'ont raconté ce qui se passait là-bas et m'ont demandé de me rendre sur place. C'est ce que j'ai fait. Mendes découvre avec stupeur une communauté en état de choc. Les habitants étaient tendus, chargés d'émotions. Ils étaient désorientés, bouleversés. Les villageois allument des feux de joie et tirent des feux d'artifice le long du littoral. Ils font toutes sortes de bruits tapageurs pour repousser la sangsue. Mais les observations d'ovnis se poursuivent. Ils m'expliquaient comment les lumières venaient du ciel et dirigeaient leurs rayons sur les personnes au point de les étourdir. Certains rayons les touchaient au cou. D'autres frappaient la poitrine des femmes. Que voient donc les habitants de Colares? Et comment expliquer la violence de leurs réactions physiques? Robert Bartholomew est sociologue. Il a étudié l'affaire Colares. Selon lui, la thèse la plus plausible pour expliquer l'ampleur du phénomène serait celle de l'hystérie collective. L'hystérie collective est la propagation rapide de signes et de symptômes physiques au sein d'une population sans qu'on ne puisse en déterminer la cause. Elle entraîne des manifestations psychosomatiques réelles. Bartholomew pense que le bouche à oreille est le vecteur le plus significatif dans ce type de cas. Si je sers de l'eau à des personnes et que subitement quelqu'un entre dans la pièce en disant qu'il y a du poison dans cette eau, ceux qui en auront bu vont vomir et se trouver mal. Mais ils ne seront pas malades. C'est un cas de propagation rapide de symptômes au sein d'un groupe, généralement répandu à cause d'une croyance. Mais qu'en est-il des stigmates? Existe-t-il une autre cause rationnelle susceptible d'expliquer les blessures étranges des victimes? Le docteur Velaide Carvalho a pu les observer de près. En 1977, elle ausculte plus de 80 patients qui portent des marques de brûlure et qui souffrent de nausées et de malaise après avoir observé un ovni.
J'étais très intriguée. Pourquoi tous ces récits étaient-ils semblables en dépit de la distance qui séparait certains sites? Une blessure récurrente fascine le médecin. Généralement, il y avait 2 petits trous ou des plaies perforantes parallèles de chaque côté du corps et accompagnées de brûlures sur la peau. Une des théories suggère que les marques ont une origine bien plus terrestre. Le bassin amazonien abrite environ 150 espèces de chauves-souris. 3 d'entre elles ont la triste réputation d'être des chauves-souris vampires. Les chauves-souris vampires se nourrissent généralement du sang de petits mammifères et d'oiseaux. Mais dans certains cas très rares, ils s'attaquent à des proies plus imposantes, comme nous l'explique l'écologue Leonardo Trevelin. Les peuples de la forêt amazonienne vivent dans des habitations peu protégées. Ils dorment dans des hamacs, ce qui facilite la tâche des chauves-souris. Mais pour Leonardo Trevelin, les récits des attaques de Colares ne cadrent pas avec le comportement caractéristique des chauves-souris. Il est extrêmement rare que des chauves-souris vampires s'attaquent à des humains, surtout en très grand nombre. Cela me paraît très étrange. Mais l'étrangeté de la situation de Colares est sur le point de franchir un seuil inédit. Le gouvernement brésilien décide de placer cette région de l'Amazonie sous la surveillance d'une équipe de l'armée de l'air. Elle va diligenter une enquête sans précédent dans les archives de l'ufologie sud-américaine. Deux pilotes d'hélicoptères américains sont confrontés à un étrange objet lumineux dans le ciel. Et quand il est réapparu la seconde fois, c'est là qu'il a tiré ses 3 boules de feu. À l'époque, ils étaient intimement convaincus que cette chose leur tirait dessus. La presse locale relaie les détails de leur rencontre insolite. Quand l'histoire est sortie dans la presse, ils m'ont dit que j'étais inconscient, que j'allais passer pour un fou, mais je sais ce que j'ai vu. Les feux de l'actualité ne tardent pas à se concentrer sur le récit, car les 2 témoins clés à l'origine de cette observation d'OVNI sont des officiers de police expérimentés et respectés. Louisville, Kentucky, 27 février 1993. Un hélicoptère de la police effectue sa patrouille de nuit habituelle au-dessus de la ville. À bord, les 2 officiers, Kenny Downs et Kenny Graham. Graham est un pilote chevronné qui a 11 années d'expérience au sein de la police. Nous volions depuis 1 heure et nous rentrions vers l'héliport quand un appel nous a signalé un cambriolage probable à environ 5 km de la zone que nous survolions. On s'est dirigé vers le secteur en question, mais peu avant notre arrivée, un officier au sol a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un cambriolage. C'est à ce moment-là que Kenny a vu une lueur. J'ai effectué un vol stationnaire à environ 150 mètres de l'objet. On l'avait directement en ligne de mire. Il semblait surgir de la forêt. Il est monté vers l'hélicoptère et s'est immobilisé. L'objet diffusait une lueur en forme d'œuf. Mais lorsqu'on l'observait plus en détail, la lueur semblait confinée dans une sorte d'enveloppe transparente. On avait le sentiment que cette chose essayait, tout comme nous, de déterminer ce qu'elle avait en face d'elle. J'ignorais ce qu'elle allait faire ou ce dont elle était capable. Je voulais juste rester à l'écart sans la perdre de vue.
J'ai décidé de contacter des véhicules au sol pour qu'ils puissent observer la scène. Alors j'ai lancé un appel radio. L'officier de police Joe Smolensky du comté de Jefferson prend l'appel. Quelques instants plus tard, il se retrouve à traquer le même objet mystérieux. Mais dans le ciel, l'objet ne reste pas visible plus longtemps. Brusquement, il s'est élevé dans le ciel à très vive allure. Nous volions sur sa trace pour essayer de voir où il allait. Quand Kenny a hurlé, « Il nous prend en chasse !» C'est là qu'il s'est mis à décrire des cercles. Il a tourné 2 fois autour de nous, s'est immobilisé devant l'hélico, et lorsqu'il est réapparu la seconde fois, il a tiré 3 boules de feu dans notre direction. Il a tiré 3 boules de feu. On aurait dit des torpilles à photons comme dans Star Trek. Alors j'ai incliné l'appareil sur la gauche. Non loin de là, au sol, l'officier de police Joe Smolensky a garé son véhicule dans un quartier industriel. Lui aussi est témoin du tir des boules de feu. Lorsque j'ai refait un tour pour essayer de le localiser, l'objet avait disparu. La rencontre entre les pilotes d'hélicoptère et l'OVNI ne dure que quelques minutes. Mais les 2 policiers sont troublés par ce qu'ils ont vécu. On s'est regardés et on aurait dit qu'on venait de courir un marathon. On était agités. On s'est assis pour débriefer quelques minutes et on a décidé d'appeler notre chef. Une fois au sol, on a commencé à se poser un tas de questions. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? On a fait toutes sortes de spéculations. Mais avant qu'il n'ait le temps de lancer une enquête, les médias s'emparent de l'histoire. J'ai foi en cette terre, en son peuple, et je crois que tout est possible. Je ne dis pas que ce n'était pas d'origine humaine, mais il se déplaçait à des vitesses que je n'ai jamais vues auparavant. Je ne voulais pas parler à la presse, mais en tant qu'officier de police, nous avons le devoir de rapporter ce que nous avons vu. Les gens ont le droit de savoir. Certains collègues se sont moqués de moi. Quand l'interview a été diffusée aux médias, on m'a dit que j'allais passer pour un fou. Mais j'ai vu ce que j'ai vu. Et quoi qu'il en soit, je suis fier d'avoir témoigné. À l'époque des faits, Glenn Rutherford est journaliste à Louisville. À l'époque, j'étais perplexe parce que ces 2 témoins étaient des représentants de la loi et des aviateurs chevronnés. Les 2 hommes sont très respectés au sein de la communauté. Pour Rutherford, cela rend leur témoignage d'autant plus crédible. Ils étaient tenus en haute estime dans les services de police. Ils n'auraient pas cherché à inventer une telle histoire. Les 2 pilotes sont impatients de savoir si d'autres témoins peuvent confirmer leurs observations. Peu après s'être posés, ils contactent le contrôle du trafic aérien de l'aéroport voisin. On a contacté l'aéroport de Louisville pour savoir si les contrôleurs aériens avaient repéré quelque chose sur les radars. Ils n'avaient rien remarqué, mais ils se demandaient pourquoi nous avions décrit des cercles en plein vol. Alors, qu'était donc ce mystérieux objet scintillant qui semble avoir échappé au radar de l'aéroport? Le battage médiatique engendré par le récit des pilotes fait surgir des témoins d'un tout autre genre. Peu de temps après l'incident, un couple des environs contacte la presse en affirmant qu'il est à l'origine de l'objet volant non identifié. Le couple avait déclaré que l'objet qui avait tiré des boules de feu était en réalité un ballon d'air chaud constitué d'un sac à linge, de carton et de bougies d'anniversaire.
Cette vidéo montre un ballon artisanal alimenté par une petite flamme qui s'élève rapidement dans le ciel. Ce monsieur vient nous dire, j'ai fabriqué un ballon, j'ai vu l'hélicoptère, et je me suis demandé pourquoi les pilotes tournaient autour. Ce type voulait sans doute avoir son quart d'heure de gloire. On était là-haut, on a vu cet objet. Nous étions assez près pour voir qu'il n'y avait pas de pièces cartonnées. Un ballon aurait flotté, mais cette chose s'est déplacée à 2 ou 3 kilomètres de nous, à une vitesse qu'un ballon ne peut pas atteindre. David Higgins est instructeur et pilote professionnel d'hélicoptère. Selon lui, l'écoulement d'air provoqué par les pales de l'appareil peut déplacer des objets légers à une grande vitesse dans le ciel. L'air qui circule dans l'espace autour d'un hélicoptère est très chahuté. Si un objet comme une lanterne chinoise ou un ballon d'hélium pénètre dans cet espace, il se déplacera de manière imprévisible. Pour Higgins, l'absence d'une détection radar de l'objet est facile à expliquer. Le contrôle radar du trafic aérien a ses limites. Un objet de petite taille se déplaçant à faible vitesse peut très bien échapper à la détection radar. En tant que pilote, je ne suis pas surpris qu'un ballon d'hélium n'ait pas provoqué de signal. Et que dire du tir des boules de feu observé par les 2 pilotes, mais aussi par l'agent Smolensky au sol. Pour Glenn Rutherford, l'explication est simple. Un des pilotes a dit « Il me tire dessus ». Selon moi, ils ont pu prendre la chute des débris incandescents du ballon pour des projectiles dirigés contre l'hélicoptère. Cela semble plausible, car de manière générale, la dimension aérienne peut ajouter à la confusion. Mais les 2 pilotes maintiennent que le tir de projectile qu'ils ont essuyé cette nuit-là demeure inexpliqué. Il est tout simplement impossible qu'il puisse s'agir d'un ballon. Je ne vois pas comment il aurait pu tirer 3 boules de feu. J'aimerais vraiment qu'on me fournisse une explication, s'il y en a une. Comme je l'ai dit, le tir de projectile semblait tout droit sorti de Star Trek. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on l'a vu, et qu'on ne saura sans doute jamais ce que c'était. Mais pour Glenn Rutherford, la thèse du ballon artisanal est incontestable. Pour lui, ce dossier est clos. Le problème avec l'étude de ce phénomène, et avec celui des ovnis en général, c'est que les gens sont tellement enclins à y croire qu'ils ferment les yeux sur des preuves évidentes. Colares, Brésil, 1977. Les habitants de cette petite communauté de pêcheurs sont terrorisés par des tirs de rayons lumineux émis par des ovnis. Les villageois sont admis à l'hôpital par dizaines. Ils se plaignent de malaise et portent des stigmates aussi étranges qu'inexplicables. En octobre 1977, l'armée de l'air brésilienne dépêche une équipe d'enquêteurs sur les lieux. Le même mois, un docteur qui traite les blessures des patients affirme avoir été témoin du phénomène. Le 16 octobre, le docteur Carvalho rentre de son travail en compagnie d'un collègue. Ce dernier fait subitement un malaise et perd connaissance. Au même moment, le docteur Carvalho affirme avoir vu un objet métallique cylindrique à une quinzaine de mètres au-dessus du sol. Il était si bas que je pouvais distinguer la couleur du métal. À ce jour, j'ignore de quel métal il s'agissait.
mais il était extrêmement brillant. À la différence des autres observations, celle-ci n'évoque aucun rayon lumineux. Mais le docteur Carvalho déclare que l'OVNI a décrit de larges mouvements circulaires au-dessus d'elle avant de disparaître au loin. Pour elle, c'est une preuve supplémentaire que ses patients disent la vérité. Mais lorsqu'elle fait le récit de ses observations, les enquêteurs de l'armée de l'air se montrent peu coopératifs. Ils m'ont demandé de me taire. Ils m'ont dit qu'en affirmant que les gens se faisaient attaquer par des ovnis, je risquais d'être arrêté ou bien d'être kidnappé. Mais les habitants du village comprennent vite que l'armée de l'air s'intéresse de près à leurs déclarations. Des mois durant, ils s'installent à Colares pour surveiller le ciel. Reste à savoir ce qui les passionne tant. L'ufologue A.J. Gevard a étudié le cas de Colares, un dossier que les enquêteurs de l'armée de l'air ont baptisé « Opération Soucoupe ». Ce cas a été investigué par une structure élargie de l'armée de l'air brésilienne en mission officielle. À notre connaissance, c'est l'opération militaire la plus importante jamais consacrée dans le monde à l'investigation du phénomène OVNI. En janvier 1978, l'opération Soucoupe est abandonnée. L'armée de l'air quitte le village sans divulguer le moindre résultat et les déclarations des habitants semblent destinées à ne jamais voir le jour. Depuis le milieu des années 1980, A.J. Gevard tente de découvrir la vérité qui se cache derrière l'enquête. Nous avons réuni 70 000 signatures et mené une campagne dont l'objet était de demander au gouvernement de faire preuve de transparence, de divulguer ces dossiers. C'étaient tous de vieux dossiers. Puis, en 1997, le voile se lève un peu. Yurangue Holanda Lima, le capitaine responsable de l'opération Soucoupe, accepte de donner une interview filmée à A.J. Gevard. Il confirme ce que les habitants de Colares ont toujours soupçonné. Les membres de l'armée de l'air ont aussi vu les lumières. Après un mois de surveillance, ces choses sont apparues juste au-dessus de notre équipe, comme si elle savait ce qu'on était en train de faire. Il m'a livré des informations extrêmement détaillées sur ce qui s'était passé pendant les années qui avaient précédé l'opération Soucoupe, durant les 4 mois de leur mission et après le départ de l'armée. Au cours des 4 mois de surveillance, ils ont effectué plus de 16 heures d'enregistrement vidéo de ces objets. Ils émergeaient de l'eau, apparaissaient dans le ciel, surgissaient en nombre et s'approchaient au plus près. Il y aurait plus de 500 clichés, tous top secrets, naturellement. Holanda Lima meurt 2 mois après avoir donné l'interview. Mais sa contribution constitue un moment décisif dans la quête d'informations. Le gouvernement finit par céder et divulgue les dossiers. 300 pages de documents officiels sur l'opération Soucoupe, comprenant des dessins, des témoignages et, plus révélateurs encore, des observations militaires détaillées. Le dossier décrit le comportement du phénomène, sa manière de manœuvrer, de s'approcher des personnes et de les attaquer. Mais il ne s'est pas attaqué aux militaires durant le temps de l'opération. À la lumière de ces éléments, les militaires et leur commandement, basés à Belém, ont acquis la conviction qu'ils étaient confrontés à quelque chose d'étranger à cette planète. Mais le rapport n'établit aucune conclusion convaincante sur l'origine éventuelle des objets.
Le professeur Caroline Crawford est astronome à l'université de Cambridge. Selon elle, les observations en masse de rayonnement lumineux dans le ciel, comme celle de Colares en 1977, ont souvent une explication simple. Une météorite est un fragment de roche spatiale qui se consume dans notre atmosphère. Ces observations évoquent, certainement en partie, une pluie de météorites. L'image de rayons lumineux correspond assez bien aux stries incandescentes que l'on voit dans le ciel après le passage d'une météorite. D'après Caroline Crawford, un œil novice peut jouer des tours à l'esprit d'un observateur. Lorsqu'on remarque une lueur vive dans le ciel nocturne, sans savoir de quoi il s'agit, il est très difficile de juger les distances puisqu'on ignore les dimensions de l'objet et son intensité lumineuse. On peut présumer que l'objet est plus près qu'il ne l'est réellement, simplement parce qu'il est brillant, ou plus éloigné parce que sa lumière est plus faible. Sans élément de comparaison, notre cerveau peut mal estimer la distance d'un objet. Les observations en masse de Colares seraient-elles le fruit d'une pluie de météorites combinée à une hystérie collective? Dans les années 1960-1970, le Brésil est sous le joug d'une dictature militaire. La nation est en proie à la peur et à la paranoïa. De nombreuses régions souffrent de la pauvreté. Suzanne Clancy est psychologue cognitive. Elle est convaincue que le climat politique est déterminant dans l'affaire de Colares. On sait que l'hystérie collective a plus de chances de survenir lors de périodes de déclin ou de changements socio-économiques. Ainsi, lorsqu'une communauté se retrouve dans des conditions d'extrême pauvreté ou de guerre, ce type de situation peut apparaître. Les psychologues considèrent que c'est une sorte de manifestation inconsciente de la détresse. Puisque les gens se sentent impuissants, incapables de s'occuper des vrais problèmes, la frustration se traduit par ce type d'événement. Suzanne Clancy estime que l'hystérie peut s'intensifier lorsque des membres respectés de la communauté sont affectés. Le processus se nourrit de lui-même. Plus il y a de gens qui affirment avoir vu quelque chose, plus le phénomène se répand à d'autres. En fin de compte, il suffit qu'une personne respectée de la communauté ou investie d'une autorité dise « voilà ce qui s'est passé » pour que la panique se propage comme une épidémie. La clé de l'énigme des ovnis de Colares pourrait bien se cacher dans les films et les clichés des objets réalisés par l'armée. Mais lorsque les dossiers sont déclassifiés en 2005, les films brillent surtout par leur absence. Il y a environ 1300 pages sur l'opération Soucoupe. À ce jour, à peine 300 ont été divulguées. Pourquoi n'a-t-on pas dévoilé les 1000 autres? Pourquoi n'a-t-on pas révélé la trentaine d'heures de film? Pourquoi n'a-t-on pas publié tous les clichés? L'énigme des ovnis de Colares ne sera sans doute jamais résolue si les bandes et le reste du rapport ne sont pas divulgués. D'ici là, les ufologues, comme A.J. Gevard, continuent de creuser pour découvrir la vérité. Le public a le droit de savoir, d'avoir accès à ces informations au même titre que nous, les ufologues. Car au fond, nous appartenons aussi à la société et nous sommes très intéressés de savoir ce que le gouvernement nous cache sur le sujet. On ne veut pas se contenter de la face émergée de l'iceberg, on veut le voir tout entier.